Et alors, super saxo chrono. Super saxo chrono. Oh, le trottoir. Ça marche. Ça, c'est de la puissance. Puissance maximale. Alors, moi je vous montre la sono comment- un peu. Ah, la sono, tu crois? Un peu quand même. Attends, non. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, là vous voyez 70 km/h. Attention ma petite descente, hop, on va accélérer un peu à virage là. Ça, oh. Là, ça va. Ça c'est du moteur ça. 1,5 litre diesel. Et ça monte dans les tours et ça monte et ça monte. Un peu de son. Et on va faire. Eh mec, c'est quoi ça? Quoi? Où? Quoi? Eh mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Eh mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Eh mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain! Attends, fais demi-tour! Mais t'es malade ou quoi? Fais demi-tour! Faux quoi? Fais demi-tour! T'es fou! Eh! C'était une gonzesse! Non! Mais elle est psychopathe la meuf! Eh c'est une psycho! Fais demi-tour, là, tu peux faire demi-tour là. Non mais t'es malade! Eh moi je fais pas demi-tour! Si, vas-y. Là, tu peux faire là. Tu peux faire demi-tour, fais demi-tour, vas-y, assure. Mais non mais t'es malade! Vas-y, c'est bon, mais ça se trouve, c'est quelqu'un. Eh arrête, il faut qu'on se fasse violer! Vas-y, mais non. Non, eh. C'était une raka? Non, ça se trouve, c'est quelqu'un. Waouh. Attends, je filme, pas quoi, on n'a pas rêvé que. Mais c'est quoi ça? Non, Eh mais elle est psychopathe la gonzesse! attends. Elle était dans le virage, elle est un peu plus haut là. J'ai pas rêvé. C'est la dame blanche ou quoi? Arrête, moi je crois à mort à ça en plus. Non mais si, arrête! Eh, tu arrête. sais que c'est mauvais donc. Je flippe de ces armes, mec. C'était où? Je sais pas, là, quelque part, là, elle était de côté là, je crois. Ouais, elle était là. Ouais, mais c'est pas. Ouais, là. dans le chemin. Vas-y, viens, on va voir. Non, non. Vas-y, viens, on va voir. Vas-y. Lady, white lady, white lady. What the hell's that over there, guys? What the hell's that over there, guys? What the hell's that over there, guys? Wow! What the hell? Hello? Une route hantée. Cette image représente le cliché type d'une route effrayante. Ce cliché, avec de la brume ou des histoires macabres à un endroit isolé, une large et dense forêt des deux côtés. Cette route, c'est la route de Clinton Road, dans le New Jersey. Au départ, Clinton était une ville abritant des forges au début du 19e siècle, puis rapidement abandonnée. Aujourd'hui, il ne reste qu'un fourneau encore debout. 16 km de longues lignes droites et de nombreux virages, loin de tout, bordés de forêts et habités de légendes. Le Ku Klux Klan et certains satanistes auraient fait des messes noires dans les bois environnant la route. Il y aurait eu aussi un certain tueur en série qui enterrait ses victimes dans la forêt dans laquelle la route la traverse. Les légendes qui découlent de cette route attirent et terrifient tous ceux qui osent y conduire la nuit. En 1905, un écrivain avertissait les voyageurs d'éviter Clinton Road car on y rapportait du banditisme et de la sorcellerie, mais pas que. Une légende raconte qu'un soir, un homme se retrouva bloqué sur la route à cause d'un arbre tombé sur celle-ci. Celui-ci, voulant dégager le passage afin de continuer son chemin, sortit de son véhicule, lorsque quelque chose ou quelqu'un lui tomba dessus. Nul ne sait où se trouve cet homme.
Seule sa voiture fut retrouvée. Pris au piège et probablement tué, certains pensent que ce malheureux aurait aussi très bien pu être mangé car le cannibalisme fait aussi partie de la Clinton Road. Plusieurs histoires y persistent, comme celle de l'homme de glace, The Iceman. Durant une journée de mai en 1983, un cycliste a découvert un corps près des bois. Après une autopsie, les coroners ont découvert des fragments de glace dans le corps de la victime et dans son cœur. Ils en ont alors conclu que la victime avait été complètement congelée avant d'être jetée dans les bois. Les policiers ont alors découvert qu'il s'agissait d'une victime de Richard Kuklinski. Un membre de la mafia de New York a été arrêté en 1986 après avoir confessé plus d'une centaine de crimes. Il s'est donc fait attribuer le pseudonyme de Iceman. Il a reçu une peine d'emprisonnement de 2 vies entières, qu'il termine en mars 2006 suite à son décès. Il y a aussi l'histoire de The Dead Man Curve. Quelques histoires de fantômes à cet endroit font aussi référence au pont près du Dead Man's Curve. On explique alors que si on s'assoit sur le bord du pont et que l'on lance une monnaie dans la rivière, le fantôme du jeune garçon vous relance votre monnaie. Une dernière histoire pour vous mettre l'eau à la bouche serait celle d'une fille qui conduirait une Camaro fantôme. Elle serait décédée dans un fatal accident de la route en 1988 sur celle-ci. Et si vous parlez de son histoire pendant que vous traversez celle-ci, durant la nuit, vous risquez de déclencher une manifestation. Il y a aussi des rapports sur un camion fantôme qui chasse des voyageurs hors de la route. Il y a des gens qui ont rapporté avoir aperçu 2 gardes forestiers prétendument morts durant leur travail en 1939, pendant qu'ils campaient dans la forêt. Il y a encore une fois des témoignages sur des créatures étranges sur ou à côté de la route, des chiens démoniaques ou des hybrides non identifiés. On croit que ce seraient des survivants de Jungle Habitat, une attraction qui a été fermée en 1976 car on supposait qu'il y faisait des mélanges génétiques et autres. Toutes ces légendes étant attribuées à la Clinton Road restent un mystère. Cette psychose de mal serait due à l'environnement, une route sombre, bordée de forêts, mettant mal à l'aise les personnes qui y passent, et beaucoup de ces rumeurs persistent à cause de l'environnement glauque et macabre de celle-ci. Merda, meu. Então, mas está ali alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Vizinha. Estou a usar, Não estou a usar. brinques. Pá, se calhar melhor parar. Rapariga. Ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tá Tiago. bem, ela está aqui sozinha, não. Epá, e o que é que eu tenho a ver com estranho, isso? ok? Vamos lá. Para, deixa vir, já que. Vá, pode ser ajeitosa. Não sei problema. Deixa andar. Boa noite. Olá! Boa noite. Quando é que vai? Onde é que vai? Está bem, pode vir? Pode. O carro é teu? Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? A gente se vê Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok, Vamos. então vai. O que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera, ou aqui. Fica lá isso. Está melhor desligar esta mesmo. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Epá, David. Desliga lá isso. Mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Quero ficar sentado. Estou a tentar perceber o que é que se passa. É razão. Diz-me lá o que é que queres que eu veja? É assim tão. O quê? Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Foi ali que eu tive um acidente.
époque-là, c'était la femme d'un des premiers propriétaires de château, et ce au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. Son mari partait guerroyer contre les protestants, elle se retrouvait seule dans son château, ce qui s'ennuie un petit peu, alors elle a fait venir un ami, qui est devenu un amant. Malheureusement, le mari est revenu plus tôt que prévu. Le mari était le chef des catholiques, l'amant était protestant, double faute. Le mari a passé par le fil de l'épée l'amant, il a ensuite emprisonné son épouse dans la tour. Et il a littéralement oublié son épouse dans cette tour. Elle serait restée là 10, 15 ans, et au bout de ces longues années, elle serait morte. Et maintenant, là, on entre directement dans la légende, elle viendrait hanter le château. Et on l'appelle la Dame Blanche. Certains l'ont vu, d'autres pas. Mon père l'avait vu à plusieurs reprises. Il était littéralement hanté par cette Dame Blanche. Et en même temps, il l'aimait. L'avantage de cette Dame Blanche, c'est que c'est pas une mauvaise. Ça n'a pas un mauvais esprit. Je suis donc très, très proche du château. Des fois, je me dis, peut-être après, je rejoindrai la Dame Blanche, plus tard. Là, ça, on est au pont de l'au-delà, là, franchement, quand tu passes ce pont, tu arrives dans le monde des morts. C'est comme ça que ça s'appelle. T'as ralenti un peu là, juste pour filmer les fleurs. C'est bizarre, hein? Il y a un mec qui s'est tué ici. Ouais. Il accélère parce que j'ai pas été ici. Il y a un truc là, non? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Putain, c'était quoi? C'était un gars en train de pisser, non? Ouais, non, faut pas abuser. T'imagines, on serait content d'un mec en train de pisser. Imagine, tu prends le truc dans la rue, tu pisses. Non, attends, c'est jamais sur cette route, elle est tellement bizarre, attends. Mais qu'est-ce qu'il fout là en train de pisser, ce truc? Ah, peur d'un mec en train de pisser. Oh, oh! De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars là. Non. Ouais, mais... Attends. Ouais. Non, c'est rien en fait. C'est ton imagination encore. Putain, tu déconnes. C'est rien du tout en fait. Tu me cagues comme mec, mais arrête sans déconner. T'es vraiment pas tranquille. Non, je te jure, putain, ça fait vraiment bizarre quoi. Non, regarde là! Putain! Ah! Putain! Vas-y! Attends! Il est derrière! Oh, j'ai pas rêvé là. J'ai pas rêvé, frère. Putain, je vois rien en plus. T'entends pas des bruits? Écoute. Oh, François! Une autre légende, très répandue en Allemagne, veut que la Dame Blanche ait également apparu à Napoléon Ier, durant son séjour à Beyrouth. La première fois, ce fut, dit-on, le 12 mai 1812, alors que l'empereur allait entreprendre la campagne de Russie. Il était logé dans ce qu'on appelait le Nouveau Château. Les histoires concernant la Dame Blanche circulaient, semble-t-il, dans l'armée française, car un courrier spécial avait été envoyé à l'avance d'Aschafenbourg avec pour mission de veiller à ce que l'empereur ne fût pas logé dans l'appartement où l'on avait antérieurement signalé les visites nocturnes du spectre. Dès son arrivée à Beyrouth, Napoléon fit demander le comte de Münster et Sankey de lui si on avait exécuté ses ordres au sujet de son logement. L'empereur vit-il ou ne vit-il pas la Dame Blanche?
C'est ce qu'on ne saurait affirmer. Toujours est-il que le lendemain, juste au moment de son départ, à ce que prétendent les historiens, Napoléon, très pâle et très agité, ne cessait de s'écrier « À ce château, ce maudit château !» En même temps, il jurait aux officiers de son entourage que jamais plus il n'y remettrait les pieds. En août 1813, Napoléon revint à Beyrouth, et, bien que des appartements eussent été préparés au château pour le recevoir, il refusa de s'y rendre et alla loger dans une maison éloignée de ce lieu hanté par les esprits. Le vicomte d'Arlincourt nous transmet dans son ouvrage « Le Pèlerin », tome 3, les confidences du prince de Montfort, Jérôme Napoléon Charles-Frédéric Bonaparte, fils aîné de Jérôme Bonaparte, plus jeune frère de Napoléon. Je ne crois pas certes à la Dame Blanche, continua le prince de Montfort, mais voici, néanmoins, un fait qui me concerne, et qui, dans le temps, me fit une vive impression. Ma mère, sœur du roi, était malade à Lausanne, mais non dangereusement, selon les médecins, et son état ne nous inspirait aucune alarme. Une nuit, j'habitais alors le vieux château où nous sommes, j'entends un grand bruit. Pourquoi tendez-moi tant d'alarmes? La Dame Blanche vient de traverser la fameuse galerie, et elle a frappé à ma porte. Les sentinelles l'ont vue et sont restées glacées d'épouvante. Partez de suite pour la Suisse, me dit le roi de Wurtemberg. Je crains pour la vie de ma sœur. Je me rendis sur le champ à Lausanne. Ma mère était au lit de mort. Je reçus ses derniers soupirs. Maintenant, poursuivit le prince Jérôme, je vais vous raconter plusieurs autres apparitions, bien constatées. Ce fut le 25 novembre 1855. Vous en croirez ce que vous voudrez. D'épaisses ténèbres couvraient la ville de Stuttgart. Le sommeil étendait ses pavots. Qui trouble ce profond silence? Un carrosse à 6 chevaux court bruyamment sur le pavé. Il s'arrête devant la vieille résidence. Le marchepied de la voiture se baisse, et, à la vue des factionnaires qui regardaient du haut des murs, il en descend la Dame Blanche. La porte ne s'ouvre pas devant elle, et pourtant elle la traverse d'un pas léger, comme si ses battants n'étaient pas plus épais que le brouillard de la nuit. La voilà se promenant le long de la fameuse galerie avec sa solennité habituelle. Les factionnaires n'osent bouger. Qu'arriva-t-il à la suite de cette apparition? La mort du duc Ferdinand de Wurtemberg, oncle du monarque actuel. On fit le procès aux sentinelles, devant un conseil de guerre, pour n'avoir pas crié aux armes et être restés immobiles en présence de la vision. Les pièces du procès existent. À l'époque où mon père était roi de Westphalie, ajouta le prince de Montfort, son ministre en Prusse lui écrivait la lettre suivante que j'ai lue et que j'ai gardée. Rien de nouveau à Berlin, si ce n'est que la cour est en alarme, vu qu'il y a eu au palais une apparition de la Dame Blanche. Du reste, il n'en résultera rien de fâcheux, je suppose, car tous les membres de la famille royale se portent à merveille. Peu après cette lettre écrite, autre dépêche, autre nouvelle, la belle reine de Prusse était morte. Ici finirent les récits du jeune prince. En Normandie, autour de la ville de Caen, les légendes sont particulièrement nombreuses. Donc a priori, il y aura eu une apparition dans les virages après le petit groupe d'habitations qui sont là-bas, en allant vers l'embranchement, si vous voulez, vers les sapins. Une autre tout à fait en haut de Balleroy, dans un virage qui s'appelle la Commanderie. C'est les deux seuls témoignages que je connais actuellement. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Si ce maire ne l'a pas croisé, Pauline Darnois, elle, s'en souviendra toute sa vie. C'était un dimanche gris du mois d'octobre, il y a quelques années. Comme chaque week-end, avec son mari d'alors, aujourd'hui décédé, ils empruntaient cette route pour rentrer chez eux à Caen. Mon mari s'est arrêté exactement ici. D'un seul coup, une femme s'est penchée au carreau en nous demandant « Pouvez-vous m'emmener au cimetière anglais de Bayeux ?» Mais il faut que je vous précise que mon mari ne prenait jamais personne en stop. Ce jour-là, c'est l'exception. Pauline sort lui ouvrir la portière et comprend d'emblée qu'elle a affaire
à un étrange personnage. Et alors, la stupéfaction quand je suis arrivée devant cette dame, c'est qu'elle était habillée tout en blanc. Et vraiment, ça m'a surpris. Elle avait un grand châle comme ça qui tombait sur ses épaules. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que je ne voyais pas de chaussures. Et de plus, elle n'avait pas de sac. Spécialiste de l'ésotérisme, cet ethnologue a décrypté la manifestation des Dames Blanches, convaincu qu'il s'agit bien là de revenantes. Pourquoi ces gens sont spécifiquement habillés de blanc? Alors évidemment, c'est pour qu'on les repère. Ce qui veut déjà dire que c'est pas en pleine journée, quand il fait soleil, que ces gens se manifestent, mais la nuit. La mystérieuse jeune femme est à bord depuis 3 km quand une voiture fonce droit sur Pauline, qui croit sa dernière heure arrivée. Voilà, c'est à cet endroit qu'on a failli avoir cet accident. Et donc, on l'a évité d'une façon qui m'a toujours surpris, tellement la manœuvre a été rapide et on est allé sur le bas-côté de la route. On aurait très bien pu aller dans le fossé. On s'est dit, oh, on l'a échappé belle. En fait, ces revenants, ils sont pas n'importe où. Ils sont dans des lieux qui peuvent être potentiellement dangereux. Par exemple, à l'approche d'un virage en épingle à cheveux ou d'un croisement dangereux. Donc des lieux où, si on s'aventure comme ça, à la nuit tombée, il y a danger. Le danger, Pauline l'a évité de façon presque miraculeuse. Sa voiture arrive enfin à destination et c'est là que se produit l'inexplicable. C'est là exactement que mon mari s'arrête, va lui ouvrir la portière pour qu'elle descende. Et moi, je regarde absolument. Elle doit descendre, je regarde et je ne la vois pas. En gros, le discours, il est toujours le même, comme ça. À un moment donné, la personne, eh bien, n'est plus dans la voiture, on ne sait pas pourquoi. Mais d'où viennent ces Dames Blanches qui disparaissent si vite? Qui sont ces personnages? Des personnes mortes brutalement, qui viennent peut-être dans un but salvateur pour éviter aux humains qu'il leur arrive la même chose en les avertissant d'un danger. Ça peut être une fonction des revenants. Dans l'esprit de Pauline, cette étrange présence était forcément bienfaisante. Vraiment, l'impression que j'en ai gardée, c'est qu'elle est montée avec nous pour nous éviter l'accident et peut-être nous sauver la vie, tout simplement. Alors la prochaine fois que vous apercevrez une de ces Dames Blanches, n'en ayez pas peur. La chute Montmorency, sur la côte de Beaupré, tout près de Québec. Au fil des ans, plusieurs personnes ont juré y avoir vu, quand la nuit tombe, une silhouette féminine, fine et blanche. C'est celle de Mathilde Robin, morte en 1759, ou plutôt celle du fantôme de cette femme qu'on appelle désormais la Dame Blanche. Remontons le fil du temps jusqu'en 1759. Mathilde vit sur la côte de Beaupré. Elle est pleinement heureuse. À la fin de l'été, elle épousera le beau Louis, celui qui fait battre son cœur. Mathilde a cousu elle-même sa robe de mariée, blanche comme il se doit. Quelques rumeurs planent sur Québec, comme quoi les Anglais voudraient s'emparer de la ville, mais Mathilde n'y prête pas trop attention. Rien ne peut assombrir son bonheur. Rien, sauf la guerre. Car le 31 juillet, tout bascule. Des cris retentissent soudain. Les Anglais sont là, au pied de la chute. Ils veulent prendre Québec aux mains de la France. Les femmes et les enfants se réfugient dans la forêt pour attendre la fin des combats. Les hommes vont prêter main forte aux soldats français. Le courageux Louis embrasse Mathilde et promet de revenir rapidement. La bataille de la chute Montmorency dure quelques jours. Quand elle cesse enfin, malgré le triste tableau des soldats des deux camps morts ici et là, des cris de joie montent dans le ciel de Québec. Les Français ont gagné. Victoire. Les hommes regagnent la forêt pour retrouver leurs proches. Le cœur serré, Mathilde attend. Louis ne revient pas. Presque tous sont de retour maintenant. Et Mathilde attend encore et encore. Un commandant lui apprend la terrible nouvelle. Louis est mort au combat. Il ne reviendra pas. Folle de douleur, elle court vers sa maison, enfile sa robe de mariée blanche, pose son voile sur ses cheveux. Mathilde Robin se dirige ensuite vers la chute où son fiancé et elle aimaient tant se promener. Cette chute au pied de laquelle Louis a péri.
La pleine lune éclaire sa silhouette fragile. Mathilde ouvre largement les bras en croix. Dans un dernier gémissement de douleur, elle se laisse tomber dans les eaux tumultueuses de la chute Montmorency. On dit que son voile fut emporté par le vent et qu'il se déposa sur les rochers. Quand les gens de la côte de Beaupré passèrent devant, le lendemain, une nouvelle cascade était apparue. On l'appela le voile de la mariée. Elle est toujours là, juste à gauche de la chute. Aujourd'hui, 2 siècles et demi plus tard, si vous passez par la chute Montmorency, la nuit, vous apercevrez sans doute une frêle jeune fille vêtue d'une longue robe blanche. C'est le fantôme de Mathilde, la Dame Blanche. Il arrive même qu'on l'entende gémir jusque sur l'île d'Orléans. Si vous la voyez, ne l'approchez pas trop. On raconte que tous ceux qui ont tenté de toucher à la robe de la belle Mathilde ont connu une mort brutale quelques jours plus tard. Alors contentez-vous de regarder de loin le voile de la mariée et cette Dame Blanche